Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La libération sur les pressions de la France de deux membres de la rébellion tchadienne du FACT, arrêtés au Niger, suscite beaucoup d'incompréhension. Les deux chefs rebelles qui n'ont pas été interdits d'entrer sur le territoire nigérien après leur arrestation, ont regagné tranquillement la France. Il faut souligner que le mouvement de rébellion armée, le FACT, est à l'origine des combats qui ont coûté la vie au président tchadien Idriss Déby, le 20 avril dernier. Alors, Macron arme-t-il la rébellion tchadienne pour maintenir le néocolonialisme français? Suivons maintenant la réaction de Nathalie Yan, et celle des autres analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Le sujet que nous mettons sur la table cet après-midi, crise tchadienne, Macron arme-t-il le FACT pour maintenir le néocolonialisme français? C'est notre grande interrogation. D'ailleurs, nous nous posons justement cette question. Qui finance Mahamad Mahdi Ali? Mahamad Mahdi Ali, il faut justement en parler, est né vers 1964 ou vers 1969. Parce que jusqu'à preuve de contraire, on ne sait réellement pas à quel moment il est venu au monde. Précisément au Tchad, est un chef de groupe armé tchadien, Goran, actuellement à la tête du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. C'est ça qu'on appelle le FACT, le FACT. Réfugié politique pendant plus de 25 ans en France, il a milité au sein du Parti socialiste français à la Fédération PS de la Marne en Champagne-Ardenne, où il a suivi des études de droit et sciences économiques. À la fin de la décennie 90, il était l'un des dirigeants du groupe rebelle Toubou, le Mouvement pour la démocratie et la justice du Tchad, en abrégé MDJT. Il fut le président de la commission du MDJT lors de la réconciliation entre ce dernier et les autorités du Tchad. Rentré au Tchad en 2005, eh bien messieurs, il est nommé inspecteur au ministère des Infrastructures. Il rallie l'Union des forces pour la démocratie et le développement, en abrégé UFDD, une des nombreuses rébellions tchadiennes basées au Soudan à cette époque et impliquée dans la guerre civile tchadienne de 2005 à 2010. Et en devient, en mars 2009, le secrétaire général. En mars 2016, Mahamad Mahdi Ali annonce justement la création d'un nouveau groupe armé dans l'extrême nord du Tchad qu'il baptise Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, en abrégé FACT. Il prétend être à la tête de 700 hommes. Avec cette description de cet lugubre personnage, eh bien, on peut comprendre aisément que Mahamad Mahdi Ali n'est pas un milliardaire pour former un groupe armé qui veut déstabiliser à tout prix le Tchad et prendre justement le pouvoir en écartant le fils du défunt maréchal. Eh bien, il faut le dire également, lui également s'appelle Mahamad, mais cette fois-ci Mahamad Idriss Déby. Au-delà de cela, on veut nous faire croire que ce dernier est un ancien patron des rebelles, mais surtout des djihadistes. Mais la grande interrogation, messieurs et mesdames, vous qui nous regardez, est celle-ci. Qui finance Mahamad Mahdi Ali et qui est derrière ce djihadisme qui a prospéré en un temps record et pour quels intérêts? D'après nos sources, Mahamad Mahdi Ali et son groupe de FACT a reçu ces dernières semaines 100 chars, plus de 3000 motos, 1000 pick-up, tous estampillés bleu, blanc, rouge. Oui, je vous le dis. On peut donc comprendre aisément qui finance ce chef rebelle. D'ailleurs, vous verrez les images dans un instant. Le Tchad est tellement un allié important de la France que la seule solution trouvée est de déstabiliser son allié et surtout son ami de toujours. Ailleurs, cet ami, donc Emmanuel Macron, enfin Macron entre guillemets, a déclaré sur le perron de l'Élysée lors de la visite d'Étienne Tshisekedi, je cite, « La France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. » Fin de citation, c'est ce qu'il a déclaré. Et nous nous posons la question, Emmanuel Macron est-il tchadien? Le Tchad est-il un territoire conquis de la France? Dans un communiqué commun donc des deux présidents, demandent justement la cessation de toutes les formes de violence et rappellent leur soutien à un processus de transition inclusif ouvert à toutes les forces politiques tchadiennes, conduit par un gouvernement civil d'union nationale et devant mener le pays à des élections dans un délai de 18 mois. Qui apporte la violence au Tchad? Et d'ailleurs, c'est toujours, il faut le dire comme ça, aujourd'hui le CMT qui a pris l'initiative d'organiser les élections dans 18 mois. Est-ce un conseil ou une injonction? Une injonction, pourquoi d'ailleurs? Le Tchad est-il un enfant de la France? Ou alors Mahamad Idriss Déby Itno est devenu l'enfant de Macron? Ou finalement, tous les Tchadiens et les Africains réunis sont devenus les enfants de la France? Nous nous interrogeons.
Pourquoi ce silence de mort sur le continent? Pourquoi cette complicité de certains chefs d'État africains qui ne manquent pas d'aller courber les chines devant Macron? Finalement, est-ce que l'Afrique va se réveiller un jour? Où est passé le soutien de Macron au Tchad? Lui qui a déclaré haut et fort lors des obsèques du maréchal Idriss Déby Itno que, il faut le dire, il va soutenir les Tchadiens. Eh bien finalement, qui anime les violences au Tchad si ce n'est pas la France? Mais messieurs, pour mieux comprendre, nous allons regarder justement Mahamad Mahdi Ali pavaner et bien sûr en position de force déclarant haut et fort qu'il va déloger Mahamad Idriss Déby Itno qui a pris le pouvoir. En fait, je le rappelle encore, ce dernier a reçu 100 chars. Je le répète, 100 chars. Et si on peut calculer justement combien coûte un char, vous allez comprendre finalement que Mahamad Mahdi Ali n'est pas un multimilliardaire pour s'offrir un char. Car si on part réellement calculer, un char, le moins cher, c'est entre 3,5 et 4,2 millions de dollars. Allez savoir. Mais lui possède 100 chars, 1000 pick-up et plus de 4000 motos. Et il est en position de force. Et bien sûr, tous ces hommes, il parlait de 700, sont en treillis. Regardons les images ensemble. Vous êtes sur Universal News TV. C'était là la belle propagande de Mahamad Mahdi Ali, belle propagande d'ailleurs bien animée pour nous faire comprendre que désormais il est très sérieux, il pourra justement prendre le pouvoir du côté du Tchad. Mais pour entrer messieurs dans le vif du sujet avec tous nos invités, je vous dirai d'ailleurs que nous allons y aller pas à pas. Commençons déjà par la vive réaction de Nathalie Yamb, on va la regarder ensemble. Met en place la France pour assouvir son objectif politique qui est de consolider la colonisation française en Afrique dite francophone. L'armée française est un cancer qui se métastase à une vitesse extraordinaire chez nous. La présence de Barkhane coûte, selon les dires des officiels et parlementaires français, plus de 2 millions d'euros par jour à la France. Ça fait 1,311 milliard de francs CFA par jour. Par jour. Vous croyez que la France dépense 900 millions d'euros, soit près de 600 milliards de francs par an pour les beaux yeux des Africains parce qu'ils nous aiment? Mais non! S'ils nous aimaient, ils allaient affréter des avions pour embarquer tous les frérots qui veulent aller en France pour aller les déposer là-bas en Europe. Ou bien plus simple, ils allaient juste annuler l'obligation d'obtenir un visa pour voyager chez eux. Au lieu de ça, ils nous font torturer en Libye. S'ils sont là depuis toutes ces années, c'est parce qu'ils gagnent plus qu'ils ne dépensent. Nos guerres sont leur business. Ils les initient, ils les financent, ils les entretiennent. Ils nous pillent, ils nous exploitent, ils nous martyrisent et ils nous assassinent. Ce sont nos ennemis, au même titre que les djihadistes qu'ils prétendent nous aider à combattre. Chaque soldat français qui tombe en Afrique, c'est un ennemi qui tombe. Eux pleurent leurs 57 agents perdus au Sahel, dont certains d'ailleurs dans des conditions ouïa-ouïa. Mais qui pleurent nos centaines de soldats morts? Qui pleurent nos milliers de civils tués? Qui pleurent avec les millions de déplacés, de blessés, d'existences détruites? Nous ne pourrons pas vivre dans la paix et la prospérité en Afrique tant que nous comptons sur les Français pour assurer notre sécurité. Tant que nous envoyons nos militaires se former à Saint-Cyr ou que nous faisons venir former ici nos soldats et nos états-majors à leur école et stratégies de guerre obsolètes qui ne leur ont pas permis de gagner de conflits en solo depuis 1900 longtemps. La France est incapable de se débrouiller sur un théâtre des opérations sans avoir recours à l'appui technique ou au renseignement américain. Ils sont gaou comme nous. Mais premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est Niata. Ne soyons pas comme les arbres de la fable qu'on me racontait quand j'étais jeune, qui voyaient bien la forêt rétrécir, mais qui continuaient de voter pour la hache parce que son manche était en bois et qu'ils pensaient que c'était l'un d'entre eux. Tout comme la hache là, c'est pas ami de l'arbre. La France et les présidents qu'elle met et maintient à la tête de nos États ne sont pas nos amis. Nous devons les chasser, nous devons les combattre. Le monde est vaste. Allons de façon transitoire chercher les instructeurs de nos soldats ailleurs. Allons les chercher
auprès des États ou des sociétés privées, en Chine, en Russie, en Turquie, en Israël, aux USA, à Cuba, en Corée, peu importe, où vous voulez, mais loin de la France et si possible loin de l'Europe tant que cette dernière s'affichera complice des turpitudes françaises en Afrique. C'est une solution temporaire, en attendant d'avoir reformé nos soldats, réinitialisé et actualisé le logiciel de nos militaires, de les avoir équipés de sorte à en faire des armées puissantes et disciplinées, capables non pas de fomenter des coups d'État contre les gouvernements de leur pays, mais de s'unir pour défendre vaillamment et implacablement les frontières de nos espaces communautaires. Je veux encore une fois souligner que le recours à des alliés extérieurs n'est valable que pour une période intérimaire, car ce serait vraiment complètement contre-productif de vouloir sortir des griffes d'un colon pour aller se jeter dans la gueule d'un autre. Ce seront des accords ponctuels, gagnant-gagnant. La solution finale et pérenne ne pourra qu'être endogène, elle ne pourra venir que de nous-mêmes. C'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir peser sur la scène mondiale et se faire respecter. Voilà, je m'arrête ici aujourd'hui. Ce genre de prise de parole de ma part augmente la haine de l'État français contre moi et fera sans doute redoubler les tentatives de ses agents pour me faire... Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ça arrive que, bon, dès lors qu'on commence à parler de la France, eh bien, on a des tentatives sur, bien sûr, les images et on commence justement à les briser, à les couper et surtout à les faire justement s'immobiliser. Messieurs, je vais prendre la réaction justement du docteur Paul Bekima depuis les États-Unis, lui qui, de loin, voit d'ailleurs ce qui se passe du côté du Tchad. Quelle est votre réaction quand on sait pertinemment que, depuis lors, on a souvent vu des choses sur le continent africain, des images parfois montées dans les studios de Hollywood pour faire la propagande et faire peur justement à des millions de personnes sur le continent en leur disant, bien désormais, eh bien, il y a eu rébellion à votre porte. Oui, merci Steve Goss. Je commence d'abord par saluer Madame Yam, c'est-à-dire elle semble être extrêmement engagée, très articulée. Elle a souvent soufflé le chaud et le froid, mais là, elle est entièrement dans le chaud et elle a raison. Je rends hommage à votre génie, M. Goss, quant au choix de vos thèmes et aux questions que vous posez sur la table. La question d'aujourd'hui est d'une importance capitale. En apparence, elle est simple, mais en réalité, elle est très complexe. Parce que si nous la regardons dans l'isolement, toute réponse qu'on va apporter va susciter plus de questions que de solutions et donc va créer de la confusion. Par contre, si nous l'inscrivons dans son cadre naturel d'une stratégie générale de la France en Afrique, nous aurons une plus grande lisibilité. La France est un pays économiquement à terre, à l'agonie. Sa situation était très grave hier, elle est critique aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas que la France en Occident qui soit dans cette situation. L'Occident dans son ensemble est dans une situation difficile économiquement. Je vais vous donner quelques chiffres. La dette publique des États-Unis est de 99,35%. Sa dette extérieure est de 132,17%. Les Royaumes-Unis, dette interne 110,65%, dette externe 317,25%. Maintenant, pour ce qui est donc de la France, notre sujet d'aujourd'hui, la dette publique est de 118,69% et sa dette externe est de 253,14%. Donc, c'est irréversible. Contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni qui ont leur monnaie, la France n'a aucune flexibilité monétaire parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas de monnaie. Et de l'autre côté, avant de continuer, j'ai envie de vous montrer les pays avec lesquels on peut gérer et pourquoi est-ce qu'on pourra gérer avec eux. Seulement avec les chiffres. La dette publique de la Chine est de 54,12%. Sa dette externe est de 12,89%. Le Nigeria, qui est notre frère, et dont la France, à qui la France veut donner des leçons, la dette publique du Nigeria est de 24,22%. Sa dette externe est de 10%. La Russie, notre allié objectif,
sa dette publique est de 18,46%, sa dette externe de 38,68%. Pourquoi est-ce que je donne ces chiffres? Pour que vous voyez déjà d'un point de vue économique la situation dans laquelle se trouve la France. Et en réponse à cette situation, qu'a fait la France? Elle a mis en place des équipes pour définir une stratégie générale de suivi. Vous avez entendu parler du rapport Attali. Vous avez vu des initiatives isolées d'électrification de toute l'Afrique. Et surtout, vous avez entendu parler du rapport Védrine. Tous ces rapports ont débouché sur une seule conclusion. L'Afrique est l'avenir de la France. Voilà donc le paradigme dans lequel il faut comprendre la gesticulation criminelle de la France aujourd'hui sur notre continent. La création du chaos en Afrique centrale pour l'empêcher de sortir du CFA, la convocation prochainement 17 et 18 mai en France d'un mini-sommet ou d'un sommet bis de la conférence de Berlin, où le thème est faussement intitulé pour le développement des Africains. Vous avez vu aussi, entendu aussi parler d'une tentative de parachutage à la tête de nos États des pro-français. Je tiens à rappeler que dans la commission de Védrine, il y a 2 Africains qui ont travaillé dessus. Un, Lionel Zinsou, on a voulu le parachuter à la présidence du Bénin, et Tidjane Thiam, que vous avez vu toutes les manœuvres pour essayer de la mener à la tête de la Côte d'Ivoire. Si je peux dire un mot sur la commission Védrine, qui a été mise en place par en fait, le ministère de l'économie et des finances français, et était représenté à cette mission la direction générale du Trésor français avec Martin Fortes, l'Agence française de développement avec Daniel Kamengan, l'inspection générale aux finances avec Emmanuel Saliot. Vous voyez que les Français sont dans une espèce de stratégie et les éléments, comme ce qui se passe au Tchad, c'est des tactiques. Donc, il faut inscrire ces tactiques dans la stratégie pour comprendre exactement ce que la France est en train de faire aujourd'hui en Afrique. Je m'arrête là pour le moment et je vais donc revenir entièrement sur le problème à ma prochaine prise de parole. Merci. Et également vous, docteur Bekima, pour cette première prise de parole. On a également un autre économiste sur ce plateau qui veut justement entrer dans cette trajectoire pour revenir justement sur les mots de du docteur Paul Bekima. Les Français sont dans une espèce de stratégie sur le continent africain quand on sait pertinemment qu'ils sont réellement endettés jusqu'au cou. Docteur Elie Momongori. En effet, il y a eu une rupture de trajectoire historique après les deux chocs pétroliers de 73, 74, 79, 80, qui ont poussé les économies de l'Occident à réfléchir sur leur stratégie de relance. Nous sommes là, en face d'une situation très nouvelle qu'on appelle à l'époque la stagflation. Pour remonter, les Français et l'Occident d'une manière générale qui font face à des factures énergétiques exorbitantes, parce qu'il faut le rappeler, entre 73 et 80, les cours du baril vont être multipliés par 15, passant de 2,5 $ à 38 $, en l'espace de 7 ans. Ce qui va pousser les économies occidentales à rentrer dans des dynamiques d'endettement. On parle donc d'économie d'endettement. Bien plus, à partir de ce moment, les marchés financiers vont devenir le moteur même de la croissance des économies, avec des phénomènes de financiarisation de l'économie et de marchéisation de la finance, qui reviennent à quoi? Qui reviennent à dire, d'une part, la réglementation tous azimuts, le décloisonnement des marchés financiers, la désintermédiation bancaire. Autant de logiques qui s'adossent sur des politiques désinflationnistes et la montée des taux d'intérêt qui vont plomber tous les pays du Sud et les mettre face à une dette croissante. Naturellement, les pays du Nord ne sont pas exemptés de ces dynamiques. Malheureusement, pendant qu'on est face à cette situation, vient la chute du mur de Berlin qui va ouvrir les énergies en direction
de l'Europe de l'Est. Et pour 2 dollars investis en Afrique, bientôt c'est 27 qui sont investis en Afrique de l'Est, dont l'Afrique est abandonnée. Subitement, la chute monte en puissance et il y a un basculement progressif du centre de gravité du capitalisme vers la ceinture du Pacifique. Ça se déplace de 91, 92, 93. Aussitôt, les variables mésoéconomiques deviennent extrêmement favorables pour les nouveaux entrants, les émergents du Sud. C'est bien de rappeler que, et merci pour Paul Bekima pour la remarque qu'il fait, en fait, en 1990, les pays de l'OCDE, qu'on appelle les pays les plus industrialisés, représentent exactement 64% du PIB mondial, envisagé en termes de parité de pouvoir d'achat. C'est bien de le préciser parce qu'on peut voir ça autrement également. Maintenant, à ce moment précis, en 1990, les États-Unis, l'hyperpuissance américaine, représentent 22% de la richesse mondiale. Et la Chine, à peine 1% de cette même richesse. Mais il faut voir, ayant justement abandonné l'Afrique, s'étant investi pour l'Europe, vers l'Europe de l'Est, laissant le vide, la Chine ancre, elle est déjà en course depuis Deng Xiaoping. En 1978, elle est en course à hauteur de 10% de croissance. La Chine, l'Inde à hauteur de 7% et le Brésil à hauteur de 6%. Et c'est là que tout va se renverser. D'une part, on va connaître une situation où la richesse va être délocalisée de manière automatique, parce qu'il faut le dire, le capital est toujours apacrite. Les investisseurs investissent là où les coûts d'opportunité sont les plus favorables. Et dans les années 90 et 80 déjà, les coûts des facteurs de production sont surélevés en Europe et aux États-Unis, ce qui va ouvrir la voie vers l'explosion de la croissance au Japon. Mais le Japon ne peut pas tenir longtemps. Le Japon va fonctionner entre les années 60 et les années 75. Du coup, les coûts de production deviennent tout simplement prohibitifs. Le loyer, les terres et tous les autres coûts deviennent tellement explosifs qu'ils doivent délocaliser l'essentiel de leur capacité de production vers leurs proches voisins, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les dragons de première génération, Singapour, Taïwan. Maintenant, ce qui concerne justement l'Afrique, justement, il faut qu'on entre dans le vif du sujet. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres personnes également qui ont besoin d'une autre prise de parole. Allons-y rapidement. Maintenant, dans cette situation, la Chine est au rebond, elle attend. Elle attend, elle a des coûts de production beaucoup plus intéressants. Et ce qui va expliquer que, en l'espace de 3 décennies, elle va pouvoir multiplier son revenu par tête d'habitant par 25. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va désindustrialiser les États-Unis et l'Europe. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Désindustrialisées, ces économies vont recourir désormais à l'endettement. Et merci Paul Bekima d'avoir indiqué ça, parce qu'en fait, ces économies sont tellement endettées. Elles nous apprennent qu'on ne doit pas, ici dans la zone CEMAC, dépasser le seuil de 70% d'endettement au niveau public. Mais voyez ce qui se passe. 98% pour les États-Unis. Ça, c'est la dette intérieure. La dette extérieure, 132%. Ça veut dire que cette économie ne vit plus. Les ratios de solvabilité et de liquidité sont passés de fruits au rouge. Le seul champ d'action, c'est sur le continent africain. Les seuls champs d'action qui existent aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie qui, en effet, affichent des croissances non seulement relevées, mais également un endettement
totalement soutenable. Et aussi le Nigeria, quelque part, on a parlé de lui. Tous les autres pays sont entrés en dette et ce qu'il faut surtout relever, c'est que d'après tous les prévisionnistes, que ce soit Pricewaterhouse, que ce soit Ernst & Young, etc., la France sera défaite avant 2030. D'ici 2030, elle sera à la 11e position de l'économie mondiale et le Royaume-Uni à la 10e position. Et devant eux, quel que soit ce qu'on va faire, il y aura... Le Nigeria? Non, le Nigeria reste derrière, mais il y aura le Mexique et surtout le Brésil qui seront en 8e et en 9e position avant le Royaume-Uni et avant la France. Maintenant, si la France est face à une sortie des pays de l'Afrique du CFA, elle va donc dégringoler au même niveau que le Nigeria, autour de la 14e, 15e place, avec l'Iran et la Belgique et comment on appelle l'Italie. C'est à ce niveau que vont se trouver les trajectoires. Et on ne peut pas ralentir ce mouvement qui est déjà lancé. Donc, on doit prendre note d'une chose, les pays de l'OCDE qui pesait 64% de la richesse du monde. On vous a compris, merci. Pèse aujourd'hui seulement 36% de la richesse du monde. Ça veut dire que l'essentiel des capacités de production sont repartis vers le sud et la France ne peut plus revenir parce que d'une part, elle est vieillissante et quand on est vieillissant, on ne consomme pas suffisamment, la demande intérieure va rester faible et on ne peut jamais impulser une croissance suffisamment forte. Merci. Patient Parfait Dôme avec les images justement qui nous montraient Mahamad Mahdi Ali justement en train de jouer la carte, il faut le dire comme ça, on va dire de la propagande, hein, nous montre aujourd'hui que, eh bien, il faut à tout prix mettre fin, enfin, disons-le comme ça, à un autre règne, il faut le dire, de Idriss Déby. Parce que cette fois-ci, la France ne contrôle absolument rien du côté du Tchad. Bon, d'abord, je salue mon ami Paul Bekima depuis les États-Unis. Et j'ai apprécié à sa juste valeur sa démonstration sur le plan économique. En fait, c'est son projection qu'on peut mettre sur la table pour essayer de réfléchir. Et il a été suivi plus tard par Dr Dimon, mais à l'analyse quand même, heureusement que Bekime a mis un petit bémol. Il y a deux types de relations économiques. Premièrement, il y a des pays eux-mêmes qui sont autonomes sur le plan des finances. Donc là, pour ces pays, comme c'est le cas des États-Unis et l'Angleterre, il faut faire attention quand on parle d'un niveau d'endettement. En réalité, politiquement, ça ne veut rien dire. On l'a vu depuis des décennies, où en réalité, pour une économie normale, les États-Unis devaient être pratiquement en cessation de paiement. Ça devait être une économie de banqueroute. Ils auraient dû faire banqueroute depuis très longtemps. Mais malheureusement, ils ont la puissance militaire, ils ont la puissance de l'innovation, mais surtout, ils ont une planche à billets qui peut faire tourner selon que bon leur semble pour essayer de résorber les questions de déficit interne, n'est-ce pas, pour ce qu'on appelle la dette intérieure. Ils sont capables de le faire en un claquement des doigts. On l'a vu avec la crise des subprimes, où on enseigne, ils sont là, les docteurs, dans les amphis, qu'il faut laisser le marché libre, le marché s'auto-régule. Mais là, on a vu comment l'État, qui était exclu du dogme de la régulation des marchés, a été obligé de rentrer de plein pied, n'est-ce pas, pour essayer de rééquilibrer, n'est-ce pas, les données macroéconomiques et permettre à un État comme les États-Unis de garder la tête. C'est très important parce que c'est une erreur que nous en Afrique on fait quand on prend en compte les analyses que nous faisons. Oui. Quand on nous dit que d'ici 2030, peut-être, un pays comme la France pourrait régresser à la 10e, voire 11e position. D'accord. Mais ce qu'on ne dit pas, en plus, c'est que quand on délocalise un certain type d'activité des pays occidentaux vers des pays de plus ou moins, n'est-ce pas, en voie de développement, comme on a peut-être la Chine avant, c'est que ce sont les mêmes capitaux de la finance internationale qui sont aux États-Unis et en Europe, qui ont des sociétés, n'est-ce pas, qui produisent dans ces pays de la périphérie. Finalement, peut-être oui, qu'au niveau de l'Occident, il y aura un dégringolage du point de vue du niveau de vie de ces gens-là. Mais les petits happy few, n'est-ce pas, ceux qui sont les vrais capitaines de la finance internationale, eux, ils vont continuer de gagner.
C'est là la problématique dans cette affaire de cette économie nouvelle. L'objectif aujourd'hui, c'est de continuer justement à financer les guerres pour pouvoir se faire une place au soleil. Ça c'est autre chose. L'objectif de ce qu'ils demandent, c'est qu'en fait, ceux qui amassent fortune, ils vont continuer d'amasser les fortunes. Avec le Covid-19, vous avez vu le bénéfice d'Amazon par exemple. Mais Amazon, ils sont américains. Mais sauf qu'ils ont fait des chiffres incroyables sur le plan mondial. Donc, il faut faire très attention, souvent quand on manipule en termes d'arguments, ces données-là. Maintenant, ce qui concerne ce que nous avons vu sur le Tchad, c'est très intéressant, ce que nous avons vu sur le Tchad. D'abord, par principe, je ne suis pas pour les histoires, les pouvoirs dynastiques en Afrique. Je vous ai dit ça, je suis clair là-dessus. Je suis contre cette histoire de pouvoir dynastique en Afrique. Ça ne va absolument rien dire pour moi. Je pense que nous sommes tous Africains. Vous êtes autant Africains que qui que ce soit. Vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes bien entouré, vous êtes bien organisé, surtout bien organisé, de pouvoir apporter, vous aussi, votre lumière à votre peuple dans la voie du développement et du changement. C'est ça la question. Et ça passe par quoi concrètement? La démocratie? Ça peut passer par beaucoup de choses. Est-ce que la démocratie existe même pas par fin d'homme dans le monde? Oui, mais tous les régimes, n'est-ce pas, que nous voulons soutenir à bout de bras, ils ont fait des élections soi-disant démocratiques et se présentent comme des démocrates. C'est ça la contradiction dans l'affaire. On a beau dire que la démocratie n'existe pas, mais nous soutenons des gens, eux, qui se présentent comme des démocrates, parce que, soi-disant, ils ont... Qui les soutient d'ailleurs? Nous, les panafricains gamers, on a beau de dire tel, mais ils font des élections qui sont vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes en termes de régularité et de crédibilité. Et nous applaudissons, on dit il est sur l'État parce qu'il est passé par des élections démocratiques. Il faut qu'on garde des critères et qu'on regarde l'Afrique avec toute la froideur possible si on veut avancer. Sinon, c'est nous qui serons manipulés et qui seront utilisés pour manipuler les masses. Le problème de fond dans cette affaire-là, c'est que l'Afrique doit retrouver sa souveraineté. Et pour retrouver sa souveraineté, il faut que l'on ait le courage de dire la vérité aux Africains et que ces Africains se prennent en charge eux-mêmes. La question de guerre comme ce que nous avons au Tchad, elle n'est pas nouvelle. Vous oubliez que le premier président tchadien s'appelait quand même Tombalbaye. Il était du Sud. Vous savez comment ça s'est fait pour que basculement, pour que c'est le gars du Nord qui vient au pouvoir, manipulé par l'Occident comme d'habitude, avec soi-disant le pays qui est en bas, qu'on appelle souvent le pays utile, mais pour qu'on soit géré, on manipule en mettant la tête de nos États, les gens du Nord, vous oubliez ce principe et que ce que cela a causé depuis. Vous savez ce qui s'est passé au sud du Tchad, avec les régions qui ont été complètement brûlées. La qualité de la terre brûlée a été appliquée aux gens au sud du Tchad, personne n'en parle. Si on replonge dans l'histoire, on va voir beaucoup de choses. Alors, quand vous voyez le nouveau chef de guerre, là, monsieur Madi Ali, alors vous avez oublié qu'il y avait des gens comme Ngoukou Nouveney. Souvenez-vous, vous avez des gens comme Sénabré. Souvenons-nous. Vous avez toute cette galaxie de ces chefs de guerre venus du Nord qui ont voulu imposer les lois au niveau de N'Djamena. Ils sont arrivés à leur fin, bon mon malin, mais à un moment donné, ils ont eu l'impression que le clan de ceux qui sont à l'Est, c'est-à-dire les Agawa, se sont accaparés du pouvoir. Ça pose aussi un problème au niveau de la gestion de nos États. Et ces gars qui venaient du nord du Tibet, un peu partout, se sont dit, nous allons reprendre le pouvoir par les armes, quoi que cela nous en coûte. Alors maintenant, au niveau de leur capacité militaire, oui, la France peut manipuler, mais n'oublions pas que la Libye de Kadhafi n'existe plus. Et la Libye est devenue un arsenal à ciel ouvert où tout le monde peut se servir, où on peut être en contact avec toutes sortes d'armements, toutes les mafias possibles et qui peuvent vous fournir en armes. N'oublions pas que dans la guerre interne en Libye, il y a eu la question des Toubous. Quand les Arabes descendus du nord de la Libye ont voulu décimer les Toubous, vous avez vu la résistance Toubou. Quels sont les liens entre la résistance Toubou, par exemple, avec le marshal Haftar aujourd'hui? On ne le sait pas très bien. La présence de la Turquie en Libye, la présence de la Russie en Libye, etc., font de la Libye, je peux vous le dire, un grand réservoir, n'est-ce pas, où tout le monde peut venir se servir à condition qu'ils puissent bien négocier et avoir des liens avec les chefs de guerre libyens. Donc, je crois que la réponse qui est africaine, que nous devons avoir, est de savoir qu'est-ce que nous devons faire en termes de projection, en termes de capacité de négociation, en termes de capacité de mettre sur place ce que j'appelle souvent un consensus républicain, de telle manière que nous soyons à l'abri. Pardon, il y a un problème. Allez-y. De telle manière que nous soyons à l'abri de ce délitement de nos sociétés, de ces stratégies, n'est-ce pas, qui sont souvent organisées contre nous-mêmes et qui peuvent donner le chaos qui risque d'arriver au Tchad, comme ce qui est prévu là. Donc,
une fois de plus, je lui dis, monsieur Ngos, attention, nous avons des jeunes frères qui sont dans les armées, qui sont en guerre contre Boko Haram. Ce n'est pas déjà facile. Si au niveau du Tchad, un consensus n'est pas retrouvé et que le Tchad devient, n'est-ce pas, une espèce de lupanar sur le plan militaire, alors là, des pays qui sont au sud, qu'on appelle le golfe de Guinée. Je vous poserai une question pour sortir de là rapidement, patient Parfendome. Est-ce que les Tchadiens vont se lever contre les Tchadiens sans pour autant avoir quelqu'un dans l'ombre? Les Tchadiens se sont déjà levés contre les Tchadiens. Le pouvoir de... N'y aurait-il pas quelqu'un derrière? Ah oui, mais je peux vous retourner la question. Je peux vous retourner la question. Quand Déby arrive au pouvoir, c'est quoi? C'est le Tchad contre le Tchad. Vous n'avez pas vécu la guerre du Tchad? Vous n'avez jamais eu pour voisins les exilés tchadiens qui sont... Ils sont très nombreux au Cameroun. Vous vous souvenez des récits que nous racontaient de cette guerre, ce qui s'est passé au Tchad? Donc, de toute façon, je dis une fois de plus, je veux bien vous écouter. Je veux bien qu'on soit tous d'accord. Mais faisons attention de ne pas vite aller en besoin en embrassant des causes qui peuvent se retourner demain contre nous. Parce que ce qui est important, je continue de dire, c'est que l'Afrique retrouve sa souveraineté et reprenne sa marche en avant pour son développement, pour le bonheur de ses enfants. Et cela passe par l'unité de notre continent, l'unité politique de notre continent, dont nous sommes obligés de parler, nous parler entre nous, les Africains, de dialoguer entre les Africains pour trouver cette voie magique qui est la clé du bonheur des Africains. Merci beaucoup, patient Parfendome, pour cette première prise de parole. Docteur Jean-Paul Mbelek, je vais me tourner vers vous, jusqu'à preuve du contraire, avant que les Occidentaux ne viennent sur le continent africain. Est-ce que les Africains n'étaient pas déjà en très bons termes entre eux? Merci pour la question. J'avoue que Parfendome m'a totalement assommé. Et comme m'avant 3 ans m'a déjà briefé pour me dire qu'il ne faut pas que je fasse le yo-yo ou quand ça monte je fais descendre, franchement là je suis perdu, mais je préfère répondre directement à la question. Allez-y. J'avais quand même une question pour le professeur, le docteur Edimo, et voir Bekima. Envers qui les États sont endettés et qui sont les financiers? Voilà. Donc là je laisse la question, j'attends les réponses. Alors sinon, bien sûr, moi, je considère, pour faire simple, nous sommes des êtres humains. Il y a des bons, il y a des mauvais. Oui. Mais il y a un conflit que moi je reconnais, sans pour autant être religieux. C'est celui du bien contre le mal. Face au mal, chacun n'a qu'à choisir son camp. Celui qui se reconnaît du côté du bien, il n'y a pas de cadeau à faire au mal. Et il n'y a pas de fraternité qui vaut avec les gens qui sont mauvais. Même si on sort du même ventre. Quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais. On ne peut pas savoir. Oui. Comme ça, c'est clair. Parce que sinon, les Occidentaux viennent du ventre des Africains. Tout le monde vient du ventre des Africains. Mais n'empêche qu'ils sont mauvais. Pour la plupart, à commencer par Macron. Il est mauvais, ce monsieur-là. Il est tellement mauvais qu'il ne sait même pas déclarer rien. Il se dit jupitérien. Donc ça, c'est déjà mauvais. Parce que ce n'est pas Jupiter ici. Je signale que quand on dit... avec les mots, visualisons Jupiter. Jupiter, ce n'est pas une planète tellurique, on ne peut pas marcher sur Jupiter. C'est essentiellement du gaz, une grosse épaisseur de gaz, ensuite du liquide énormément, et il faut descendre très en profondeur. Et je ne vous dis pas la pression que vous allez rencontrer qui va vous écraser de 1000 façons, avant de trouver quelque chose qui est dur. Ok? Et ça sera plutôt du fer. Parce que Jupiter a un champ magnétique très fort. Donc ce n'est pas une planète viable. À la limite, il pouvait dire un satellite de Jupiter, j'aurais compris, Ganymède ou autre, mais il vient nous dire carrément Jupiter. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, déjà, lui, son cerveau, il faut revoir. Il y a des boulons à visser, là. Voilà. Non, moi, je ne suis pas là pour faire des cadeaux. C'est normal, c'est votre droit le plus absolu. Maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça pose la question. Ça revient sur la question. Justement. On a vu des gens. Moi, je doute de ce scénario. Je crois que c'est de la haute propagande. Parce que les gens en guenilles qu'on a vu dernièrement. On va voir les images dans un instant. Affrontant l'armée tchadienne, ne ressemblait pas à ce qu'on a vu là. Vous avez des cheveux mal coiffés, ils ne savaient même pas utiliser les armes. Les armées tchadiennes m'ont été étonnés. Et ensuite, vous parlez tout de 700. On a déjà tué 300 à ce moment-là. C'est lui qui déclare qu'il était à la tête des 700 hommes. Ok, on va calculer maintenant. Il a 700, on va le soustraire. Il y a déjà 300 de tués là-bas. Là. Il y a ensuite 200 qui croupissent au monde de la prison. Et puis, dernièrement encore, il y a eu encore... parmi ceux qui sont vers le Niger, voilà. Donc, il reste combien? Toujours 700? Pas du tout. Donc son 700 lui ne diminue jamais. Ok. On est en pleine propagande, justement. Ok, il y a 1000 camionnettes. Oui, mais il ne faut pas leur faire la propagande parce que c'est pour créer la panique qui n'existe pas. Ensuite, ils ont 1000 camionnettes. C'est les 700 personnes qui conduisent 1000 camionnettes. Il y a au moins 300 qui doivent rester vides. Attends, c'est quoi cette affaire? Et quels sont ceux qui vont tirer là? Tout le monde conduit, qui a le fusil pour tirer? Et idem pour les motos, 1000 motos. Tout le monde est sur la moto, et les 300 motos qui restent servent à quoi? C'est du n'importe quoi. Ça, c'est une propagande. Ensuite, j'ai entendu des Allahu Akbar.
Donc déjà, c'est des djihadistes, donc c'est déjà pas des rebelles, déjà. Et ensuite, moi, j'ai pas l'impression qu'on est sur le terrain tchadien en réalité. L'impression, c'est des images qui ont été filmées, on ne sait pas où. Pour vous, c'est peut-être un film qui a été monté dans ce studio de l'eau, comme on l'a souvent fait. C'était le cas également pour la Libye. Voilà, ça se fait souvent. Donc, ok. Donc, moi, je dis ceci. Je vais chuter, je ne vais pas être long sur ce sujet-là. Pour l'instant, je préfère laisser 3A rajouter son commentaire. Parce que sinon, je vais tomber en défaut. Je ne veux pas tomber en défaut par rapport à l'avertissement qu'on a donné avant. Moi, je pense que nous sommes là pour gagner cette guerre. C'est la guerre de libération du continent africain. Et ça n'a rien à voir avec les dynasties. Peu importe, nous devons gagner. Et l'ennemi est connu, c'est la France. Peu importe que soit la dynastie, on s'en fiche. Même si on se massacre tous, il faut battre la France. C'est le seul objectif. J'ai chuté. Pour l'instant. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, comment comprendre justement que des soi-disant personnes déclarent être des Tchadiens, ne peuvent pas justement aller bombarder les bases militaires françaises, prennent plutôt pour, il faut le dire comme ça, pour cible les populations? Oui, je pense que mon argumentaire sera axé sur deux aspects, l'aspect géopolitique et géostratégique. Pour ce qui concerne l'aspect d'abord géopolitique, je voulais d'abord attirer votre attention sur un fait, à savoir que nous allons assister à 3 types de guerres dans le contexte tchadien. D'abord la guerre communicationnelle. Oui. Ça a commencé le jour des obsèques du maréchal. Ça s'est poursuivi sur le perron de l'Élysée avec le duo que vous connaissez. C'est ce que dit Emmanuel Macron, il faut le dire, Albert Anatola ici. Vous aurez également la guerre sur le théâtre tchadien au niveau de la société civile et des partis politiques, notamment avec certains affidés des laboratoires occidentaux. Vous vous souvenez, il y a la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, il y a une partie de l'opposition qui a eu des entrevues avec certains ambassadeurs, notamment les États-Unis accrédités de ce côté-là. Vous aurez justement la guerre militaire. Donc nous avons quelques éléments, notamment les faits d'armes, que ce soit du côté de l'armée républicaine, l'armée régulière, que ce soit du côté des rebelles. Maintenant, je voudrais revenir d'abord sur la guerre communicationnelle. Je pense que actuellement, l'Union africaine qui est en mission du côté du Tchad, avec notamment ses membres qui constituent le Conseil de paix de sécurité, ils sont là-bas depuis quelques jours pour amener justement le Conseil militaire de transition à infléchir ses postures. Mais ça va quand même poser un gros problème parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les éléments de langage, nous avons entendu les éléments de langage du président en exercice de l'UA, que ce soit en N'Djamena ou à Paris notamment, lorsqu'il exige justement que du côté sur le pôle de l'Élysée, et justement il condamne et donne pratiquement des injonctions, parce que tout à l'heure vous avez posé cette question-là, et donne carrément les injonctions au Conseil militaire de transition, justement dans l'ordre constitutionnel. Les mêmes éléments de langage ont été repris à leur compte par M. Macron, qui donne carrément des injonctions en estimant qu'ils ne vont jamais se mettre du côté, n'est-ce pas? Des choses et celles? Non, du côté d'un projet de transition, de monarchie comme ça, au Tchad. Moi, je pense que ces personnes devraient être écartées. Je l'ai dit lors de sa prise de parole du côté de N'Djamena que si lui, on ne devait pas lui donner la parole, parce qu'elle est l'acteur majeur de ce qui se passe. Du moins, son pays est au centre et au cœur, n'est-ce pas, de cette croisade qui date quand même depuis des siècles sur le sol africain. Celui-là, on ne devait pas lui donner la parole à N'Djamena. Il avait peut-être le droit de prendre la parole de chez lui, sur le plan de l'Élysée, mais pas à N'Djamena. Parce que là, c'est une façon de nous insulter la conscience, n'est-ce pas, des milliers de morts qui sont le fait de la France. Que ce soit lors de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit lors de l'occupation française sur le continent africain. Moi, je voudrais davantage m'appesantir sur le cas de M. Tshisekedi, qui est le président en exercice de l'Union africaine. Je pense que c'est lui qui devait franchement s'y taire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous constatons que vous ne pouvez pas dire que vous voulez engager le continent dans un projet de décolonisation, mais vous traitez avec ces gens-là, justement, qui veulent perpétuer, qui sont en train de perpétuer justement le fait colonial sur le continent africain. C'est-à-dire, en réalité, vous allez du côté de l'oppresseur. Mais je pense que s'il est également, il fallait vraiment qu'il se taise.
Mais avant tout, et avant toute chose, il faut quand même indiquer, pour le rappeler aux Tchadiens, que le problème tchadien, c'est d'abord une affaire tchadienne, même si ça a des implications sous-régionales. Ça aussi, il faut le préciser. Parce que j'ai vu, ces derniers temps, j'ai beaucoup regardé des images à la télévision tchadienne. J'étais un peu offusqué de constater que vous avez une partie de l'opposition tchadienne qui vous dit qu'il faut une rupture. Vous voulez la rupture, mais vous acceptez les entrevues avec des ambassadeurs occidentaux. C'est contradictoire. C'est très, très, très contradictoire. Et en même temps, tout à l'heure, j'ai parlé de la guerre communicationnelle qui implique également les médias hexagonaux. C'est-à-dire, rappelez-vous, il y a eu 2 manifestations cette semaine du côté de N'Djamena, mais il n'y a qu'une seule manifestation qui a été rendue publique par les médias mainstream. C'est-à-dire, cette manifestation qui demandait, qui condamnait justement ce qu'ils appellent là-bas une situation monarchique. Mais ils n'ont pas présenté les images que vous avez présentées ici pratiquement en exclusivité, c'est-à-dire ces autres manifestants qui demandaient le départ de la France, de Barkhane, de la France, et surtout que M. Macron s'est décégé dans leurs affaires internes. Ça n'a pas été présenté. Donc je pense que moi, je m'aligne davantage sur, dans le cas de ces gros manifestants qui justement demandent à la France franchement de partir, parce qu'il s'agit avant tout d'une affaire tchado-libyenne dont la France est la principale responsable. Parce que souvenez-vous que si c'est M. Sarkozy qui initie, finance pratiquement justement la destruction de la Libye, qui était une digue, n'est-ce pas, pour la plupart des pays, n'est-ce pas, de la zone sahélienne. Depuis qu'ils ont assassiné Kadhafi, eh bien, tout le monde s'est tué sur le continent africain, et bientôt, et bien sûr, tout à l'heure, je crois que c'est parfait qu'il indiquait, nous sommes donc en plein laboratoire de fabrication de djihadistes. Nous sommes en plein centre de vente à ciel ouvert des armes de tous les calibres que vous voulez. C'est le fait de la France, porté par l'ONU, parce que c'est le principal responsable. Quelque chose qui peut se passer sur le continent africain, ils sont les premiers responsables. Là, j'évacue la question qui concerne la guerre communicationnelle. Maintenant, sur l'aspect géopolitique, la plupart de mes intervenants ont eu à le souligner, c'est-à-dire que la France est en récession. Non, j'ai même envie de dire la France est sous assistance respiratoire. Donc, ce qui fait que, par tous les moyens possibles, la France doit pouvoir mener ses guerres et les entretenir pour justement continuer à financer son économie. Parce que là, n'oubliez pas que lorsque vous avez une guerre capable, vous avez le complexe militaro-industriel derrière. Oui. C'est-à-dire que vous avez le business de la guerre derrière. Vous avez les chantiers de reconstruction. Vous avez même le chantage, parce que ça c'est important aussi, parce que les gars, ils vont constamment vous agiter l'épouvantail de l'insécurité. Parce que, notamment la lutte contre le terrorisme, c'est ce qu'ils ont fait au Mali. Et ils continuent de le faire au Mali, c'est ce qu'ils ont fait en Centrafrique. Ils ont continué à faire pression. C'est la même chose qu'ils vont continuer de faire du côté du Tchad. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important que, d'une part, du côté du Tchad, que les acteurs de la société civile et des hommes politiques, des partis politiques, s'assoient. Parce que j'ai le sentiment que de ce côté-là, on est en train d'instrumentaliser l'opinion publique, surtout de la jeunesse. Je parle de certains hommes politiques du côté du Tchad. On est en train d'instrumentaliser la jeunesse de ce côté-là. On est en train d'instrumentaliser la population. Je crois qu'il va falloir que ça cesse, parce que vous ne pouvez pas dire. Je comprends qu'il y en a, il y a bien une partie des Tchadiens qui a des règlements de compte, qui veut régler ses comptes justement à la famille de feu au début, mais il ne faut pas mélanger les choses. Les questions personnelles ne sont pas les questions d'État. Ça n'a rien à voir. Donc, de ce point de vue, vouloir embrasser Macron, c'est-à-dire Paris, sur le prétexte que vous voulez régler les comptes, qu'un contentieux quelconque, réel, imaginaire, avec la famille ou l'État de débit, ça pose quand même un problème. Ça pose un problème de responsabilité, à la fois historique et politique. Je voudrais sortir par le troisième point, c'est-à-dire l'aspect géostratégique. C'est clair que du moment où Paris se présente le jour des obsèques, je ne sais pas, de Macron, les jours des obsèques d'Idriss Déby, en présence des quatre chefs d'État de la zone du G5 Sahel, c'est un signal fort. Ça veut dire que c'est lui le patron. C'est ce que ça veut dire. Que c'est moi le boss. Ah, nous avons vu, il y a la symbolique, il y a des attitudes, il y a le discours. Et de ce point de vue, moi je trouve cela scandaleux en plein 21e siècle. Tout à l'heure, dans l'image, la deuxième image qui nous a été présentée, la deuxième vidéo,
Nathan nous indique justement que une guerre, un pays qui accepte de financer plusieurs milliards de dollars pour faire la guerre, une guerre qui n'est pas... Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Hein. Qui n'est pas sa guerre, et qui engage ses hommes, qui engage son armée, qui engage tout ce que vous voulez, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Ça veut dire que derrière, il y a des objectifs très précis, qui sont à la fois militaires, économiques, géostratégiques et de pillage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de parler aux Tchadiens ce matin, cet après-midi, savoir, il faut que les panafricanistes, je parle de la jeunesse panafricaine de ce côté-là, prennent ses responsabilités. Parce qu'avant son décès, je crois qu'ils étaient dans un projet avec, et le président Déby avait organisé, je crois, un forum de Panafrique, un forum panafricain de jeunes. Il va donc falloir que ces jeunes-là, justement, sortent de leur torpeur. Sortent justement de leur torpeur, messieurs. Je vais accorder 3 minutes à chacun d'entre vous avant de commencer à prendre nos téléspectateurs ce matin au téléphone. Docteur Paul Bekima, on a un gros problème justement sur le continent africain. Un film qui a déjà été vu, cela veut dire qu'on monte les uns contre les autres. Et d'ailleurs, dans le protocole de Toronto, il est déclaré que eh bien, les populations n'ont pas de mémoire historique. Pourtant, c'est le même film qui se joue sur le continent africain. Oui, et c'est un film qui a été très bien élaboré. Je tiens déjà à saluer les brillantes interventions de tous mes copanélistes. Beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. Le professeur Mbelek a posé une question, qu'ils sont endettés contre qui? Donc j'ai envie de répondre d'abord à cette question. C'est-à-dire, il y a une poignée de familles qui ont décidé de récupérer toutes les banques centrales du monde et ont instrumentalisé les États en assassinant les hommes politiques qui voulaient défendre les intérêts internes de ces États. Et parmi ces familles que vous connaissez très bien, on peut citer les Rothschild, les Warburg, les Zif, et ainsi de suite. Mais, d'ailleurs que j'en parle même dans mon livre Introduction à la question africaine, il y a un livre que j'ai envie de recommander à tout le monde pour avoir une idée un peu plus claire sur ce processus. Et voici le livre que je vous montre là. History of Central Banking, The Enslavement of Mankind. Ça, c'est un livre qu'il faudrait absolument lire. Maintenant, ce qui se passe en Afrique, le docteur Mbelek, je crois, l'a dit, nous sommes en guerre. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Le fait des divisions internes, ce n'est qu'une façon d'affaiblir nos populations avant d'être attaquées. Même si on avait la parfaite harmonie aujourd'hui en Afrique, on entrerait en guerre parce que les pays occidentaux ne peuvent pas faire autrement que de nous faire la guerre. Quand on dit que l'Angleterre est la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne plus l'Irlande, et la Grande-Bretagne, c'est en fait 3 pays, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse. Voilà. Donc, on dit qu'ils ont leur monnaie, c'est vrai. Quand vous utilisez la planche à billets économiquement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous dévaluez votre monnaie. Aujourd'hui, les États-Unis ont atteint un point où leur dollar a perdu plus de 95% de sa valeur. Et ça ne peut plus continuer. Vous les voyez tous de maintenant dans un grand reset. Et voici des données objectives. Les Américains savent que s'ils récupèrent le Congo, par exemple, ça paye toutes leurs dettes. Si la France récupère le Cameroun, toute sa dette est épongée. Donc on a des éléments clairs d'une guerre à laquelle, qu'on le veuille ou pas, on aura à faire face. Ne soyez pas étonnés quand on dit la France. La France ne peut pas recevoir Étienne Tshisekedi si les États-Unis ne sont pas d'accord. Étienne Tshisekedi est un agent du Atlantic Council. Et leur répartition des choses, le Congo est une possession américaine. Quand vous voyez Tshisekedi se balader avec Macron, ça veut dire que les Américains sont dans le coup. Tous ont compris une chose, Big New Brzezinski, vous n'êtes pas du grand reset. On va vous apporter toutes les stratégies. Mais à la fin de la journée, ils se préparent à attaquer l'Afrique. Et l'Afrique doit être prête et ne pas se perdre dans des petites divisions internes. Est-ce qu'on peut régler les divisions internes? Oui, si on peut le faire avant. Mais ne perdons pas de vue que l'ennemi est là, l'ennemi veille et l'ennemi ne va pas hésiter à attaquer parce que sa survie en dépend. Quand on parle de la Libye, que la Libye est un chaos, mais c'est un chaos organisé. Et Badakani a bien précisé, il n'y a pas un seul mercenaire qui est un électron libre en Libye. Tous les mercenaires appartiennent à des groupes parfaitement organisés.
Ce n'est pas un ramassis de personnes qu'on peut aller prendre sans qu'il y ait une coordination occidentale. Par exemple, pour détruire la Libye, les États-Unis et les Français sont passés par des gens comme les Mamoudis, les Ahmad Chalabi. Le terrorisme est très, très organisé. La Libye est un chaos bien contrôlé, où quand on veut attaquer le Tchad, les ordres qu'on met en place ne sont pas des gars qu'on est parti ramasser dans la forêt. On gère avec des chefs de guerre qui ont des rapports très précis avec ces pays. Donc, le problème du Tchad nous interpelle, mais l'erreur d'interprétation serait de dire que c'est un problème tribal ou quelque chose qui viendrait du hasard. Non, c'est quelque chose de parfaitement orchestré. Il faut absolument mettre la main rapidement sur les pays africains, le golfe de Guinée, et de Guinée en particulier, et ils ont des contraintes. Ils ont cherché à faire partir Donald Trump très rapidement en le peignant comme l'exemple même du racisme. Pourquoi? Parce qu'il prônait une espèce de souveraineté nationaliste. Et il y a des prochaines élections qui arrivent aux États-Unis. Donc, ils ont une fenêtre d'opportunité qui est extrêmement réduite. Ils doivent faire très vite. Si le sommet que sous Macron, on essaie de convoquer en France ne marche pas, nous aurons des attaques de plus en plus violentes. Et voilà pourquoi, quand je parle, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Je ne me perds pas dans les problèmes dynastiques. Voilà la présentation et la communication occidentale, par exemple, qui sont des véritables problèmes, mais qui ne sont pas le problème essentiel. Donc, voilà. Nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est justement la France, les Occidentaux et tout ce qui va avec. N'est-ce pas le bon moment aujourd'hui pour tous les Africains, pour tous les pays africains d'ailleurs, en particulier le Tchad, de s'unir justement, faire front commun, ne pas être divisé comme le déclarait d'ailleurs le docteur Paul Bikema, pour se diriger et justement construire une nation forte et bouter hors la France. C'est pour ça qu'on a tué le maréchal Idriss Déby. Et c'est pour cela que moi j'ai soutenu le maréchal, je l'ai dit ici à DBS et dans une autre chaîne panafricaine que vous connaissez bien. J'ai bien dit, moi je soutiens Idriss Déby à plusieurs occasions. Oui, pas vous l'avez toujours dit d'ailleurs. On me dit que ouais, tu soutiens un dictateur. J'en ai rien à faire. Ok, je soutiens un dictateur et alors? C'est interdit? Pas du tout. Mais alors, voilà. Et c'est interdit qu'on soit dictateur. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des dictateurs en Afrique. Il y en a. Ça existe. Il n'y a pas de dictateur ici en Afrique. Un dictateur dicte. Il n'y a personne pour le contredire. Alors, ce serait bien. S'il dicte dans le bon sens, où est le problème? Alors, justement, on avait un business plan. Nous aussi, les Africains. Il n'y a pas que les Occidentaux qui ont les business plans. Nous aussi. Oui. Notre business plan, c'est d'abord un autre monnaie. Deuxièmement, cette armée régionale, au moins au niveau de l'Afrique centrale, la CEMAC, au moins. Et dans lequel il y avait bien sûr le Tchad, Cameroun. Et moi, je vais un peu plus loin. Je dis que nous devons faire la guerre à la France. Moi, je suis pour la guerre, déclarée officiellement. Comme Paul Biya a dit, je déclare la guerre au Boko Haram. Moi, je me entendre, je déclare la guerre à la France. Parce que nous sommes déjà en guerre avec la France. C'est juste une question de sortir le mot. Quand tu es en guerre, il n'y a pas pire que la guerre. Elle est déjà là. Donc, autant le dire. Donc, on ne peut pas y échapper d'ailleurs. Oui, et la première chose à faire pour les autorités tchadiennes, et Touadéra là, qu'elle arrête de dormir là-bas. Parce que c'est bien de parler bien de Touadéra, mais qu'elle arrête de dormir. Hein? D'autant plus que lui, au moins, là, le soutien des Russes. Ok, il faut qu'il dise, il demande clairement, on ne peut plus continuer à tergiverser. On a tué un des nôtres là, du business plan, je veux dire, Idriss Déby, Itno. Il faut qu'il demande officiellement, on verra comment la France va réagir, aux troupes françaises, donc à Macron, d'enlever ses troupes. Aussi bien en Centrafrique qu'au Tchad. S'il peut faire ça demain, le plus tôt est le mieux. Il n'y a même plus à attendre. Et nous déclarons, mais pour cela, il faut d'abord que nos armées soient bien... Mais il faut que ce soit dans la tête. C'est-à-dire que mentalement, c'est pas que de temps en temps, contre Boko Haram, on se mette d'accord sur les stratégies. Non. Il faut qu'on ait une armée d'Afrique centrale. Et nous déclarons à ce moment-là officiellement la guerre à la France. Tant que la guerre est menée chez nous, on va la gagner. Et je vais même te dire, vous dire mieux, le génie africain va se libérer. Vous allez découvrir les capacités des Africains. Vous allez voir les Africains sortir de où vous ne savez pas. Aussi bien sur le territoire que hors du territoire. Des Africains qui ont des capacités que vous ne soupçonnez pas. D'abord, moi qui suis là avec vous, vous ne soupçonnez pas mes capacités. Je préfère vous le dire tout de suite. Vous me voyez là, mais vous ne soupçonnez pas. Je peux vous dire avec les mots. D'ailleurs, combien de fois je vous ai invité, ne serait-ce que vous venez voir une expérience en Afrique Science? Vous êtes venu? Non. La seule fois où vous êtes venu, Eneo avait coupé l'électricité. Mais vous n'êtes pas revenu après. Pour des gens qui veulent persister. Vous n'avez pas persisté, vous n'êtes pas revenu après. Ok? Il faut insister pour voir. Justement. Il ne suffit pas d'entendre avec les mots, il faut voir. Je dis que vous ne soupçonnez pas les capacités. C'est en déclarant la guerre officiellement à ces États, à commencer par la France, que nous allons découvrir nos propres forces. Et nous allons avoir cette fois notre liberté totale. Et je vous dis, c'est important de connaître ses propres forces. Et la prochaine Coupe du Monde, si elle arrive, on va la gagner aussi. Parce que c'est le même élan.
Moi, je veux pas être long aujourd'hui, je chute. Docteur Edimo, vous voulez justement réagir. Pour bon nombre d'ailleurs de nos téléspectateurs, et sans oublier les Africains, il est de bon ton aujourd'hui de bouter hors la France, mais surtout de commencer par refuser tout ce qui est français, tout ce qui vient de la France. Absolument. En fait, il y a quelque chose de fondamental, c'est des données purement économiques. Nous sommes sur un terrain d'abord économique, c'est-à-dire l'Occident d'une manière générale est déjà battu. Il y a deux ratios centraux pour des économies, pour évaluer la capacité d'une économie à rester sur une bonne trajectoire. Il y a la productivité par heure travaillée, qui aujourd'hui est en perte de vitesse dans tout l'Occident. Et il y a le nombre de robots multifonctionnels pour 10 000 travailleurs. Aujourd'hui, ceux qui prennent les devants, c'est les pays asiatiques. Ce n'est même pas revenez toujours sur le plan économique, oui, hein, docteur Edimo. Ce n'est même pas la Chine, mais c'est la Corée et tout le reste qui avance très vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour ces pays d'Occident, il n'est plus possible de rattraper. Pour rattraper, ils doivent s'adosser sur l'Afrique. Et en fait, c'est leur seule porte de sortie. Il faut continuer à exploiter les Africains, il faut continuer à mener la guerre. Et dans ce sens, je dirais également qu'il faut absolument qu'on nous trouve d'autres partenaires qui, de manière claire, parce qu'en fait, la guerre n'est pas contre le Tchad, véritablement. La guerre est contre le Cameroun. Ce qui se passe, c'est contre le Cameroun. Parce qu'en fait, attaquer le Tchad n'est pas une foudre de guerre en elle-même. Mais quand vous attaquez le Cameroun, vous avez maîtrisé toute l'Afrique centrale. Parce que c'est le point de départ de 4-5 corridors de transit. Quand vous l'attaquez, vous avez mis à plat tous les pays de l'intérieur. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce pays qui est visé. Il est important. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut faire une guerre. Moi, je ne m'y connais pas très bien, mais je sais une chose, c'est que nous avons deux points faibles. Nous n'avons pas encore une base militaire installée. Nous n'avons pas encore une base financière totalement installée. Cependant, les atouts sont extrêmement importants parce qu'en fait, le basculement du centre de gravité de l'économie mondiale et du capitalisme vers la ceinture du Pacifique est une opportunité inouïe à un moment où on met en place une régionalisation de l'économie africaine qui va relancer, doubler les taux de croissance et permettre à l'Afrique d'être la prochaine frontière de la croissance. Naturellement, pour arriver à tout cela, il est important qu'on soit en paix ici. Et la France le sait très bien. La France, sans l'Afrique, perd quand même beaucoup d'argent. C'est 500 milliards seulement qui sont renouvelés chaque année à son compte à travers seulement le mécanisme du CFA. Donc imaginez-vous qu'elle perde le Tchad. Aujourd'hui où la RCA n'est plus à leur portée. C'est quelque chose de catastrophique. Merci, docteur Edimo, pour ces 3 minutes. Nous allons prendre la parole avec Patient Pafendom. Patient Pafendom, jusqu'à preuve de contraire, non, un problème du côté du Tchad. L'opposition tchadienne n'est-elle pas aujourd'hui en complicité avec les Occidentaux pour déstabiliser davantage le Tchad? Elle, il faut le préciser, qui a rencontré les ambassadeurs ces derniers jours. Moi, je ne rentrerai pas dans cette vision-là. C'est très complexe, cette affaire-là. Vous vous souvenez d'un certain Iboumoua, quand même, docteur en mathématiques, qui est mort dans les geôles de la police de Déby. On peut parler de tant d'authentiques Africains, authentiques nationalistes, qui ont été écrasés aussi par Déby. On peut en parler. L'opposition tchadienne n'est pas seulement... Tout à l'heure, docteur Belek parlait, les gens qui entendent parler alors Arba. C'est une tradition même dans l'armée tchadienne. Regardez les images de la Corée de Boma. Les soldats tchadiens parlent aussi d'Al-Arba quand ils abattent les djihadistes de Boko Haram. C'est une tradition dans cette zone-là, surtout pour les militaires islamiques. J'allais dire qui sont islamisés. Le problème du Tchad est un problème qui est extrêmement dense. Ce que vous avez vu là, c'est la réunification de plusieurs types de rébellions qui existent depuis des décennies. Hein, qui, à un moment donné, disent qu'on en a marre. Je dis, on prend la Chine, plus d'1 milliard, mais c'est un tout. Il tient d'un tenant. L'Inde, plus d'1 milliard, il tient d'un tenant. L'Afrique, en tant qu'État, n'existe pas encore. On n'est plus d'1 milliard, d'accord. Mais 1 milliard avec le Gabon,
un Milan avec le Congo-Brazzaville. Des gens qui travaillent nuit et jour pour l'Occident. Il faut faire très attention. Quand on parle de l'unité de notre continent, c'est qu'il faut qu'il y ait de nouveaux hommes au pouvoir, à la tête de nos États. Anatole en parle souvent. Il faut d'authentiques panafricains à la tête de nos États. La question du contentieux historique dont j'ai fait le choix de bataille, ce n'est pas une vue d'esprit. Si nous ne réussissons pas à canaliser ces choses-là, alors là, des experts comme Eddy Moviano nous expliquaient sur le plan économique comment on peut faire vivre justement une rébellion depuis de longues décennies. Patient Pafendo. Mais le Tchad, c'est très grand. Qu'est-ce qui peut donc faire vivre ces personnes qui sont entrées en rébellion depuis des décennies? Le Tchad, je commence par vous dire, le Tchad c'était très grand, premièrement. Oui. Deuxièmement, les pays voisins du Tchad étaient permanemment en guerre. Prenons le cas du Soudan. La rébellion qui est venue déloger Hissène Habré venait du Soudan. C'était des zones, en fait, de non-droit, où la profusion des armes, des mercenaires, des alliances bizarres était possible. Si, par exemple, la guerre du Biafra s'est arrêtée net, vous savez bien pourquoi? C'est parce que le Cameroun n'a pas permis à l'État du Biafra, qui était soutenu par Paris, et des pays comme la Côte d'Ivoire de M. Oufouette et le Gabon de M. Bongo, de servir de base arrière à la maison de Djoukou. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu prends le Tchad, tu prends l'autre côté, la Libye, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Tu prends le Soudan, hein, avec la question de Darfour, qui était autre chose. Le ministre Ndjadjabit, vous avez vu à un moment donné, le président Debila était obligé d'épouser une fille d'un chef de guerre Ndjadjabit pour avoir légèrement la paix. Je vous dis que cette question est très complexe. Il faut qu'on fasse attention. Il ne sert à rien de tirer sur l'un ou bien sur l'autre. Les données que les Békima ont données sur les intentions de Paris, elles sont avérées. On les connaît. Tout le monde sait ce que veut l'Occident. Il faut que l'Afrique soit divisée. Depuis la nuit des temps, ils appellent ça les oppositions africaines. Ils ne veulent pas d'une véritable montée en puissance d'un groupe nationaliste panafricain à la tête de nos États. C'est pour cela que le projet de Kwame Nkrumah, ils l'ont décapité. Il faut le comprendre. C'est un continuum. Si nous voulons faire autre chose, aujourd'hui, ce n'est pas de dire que les oppositions parlent avec les chancelleries occidentales, justement, puisque nos États aussi le font. Nos États le font permanemment. Est-ce que Idriss Déby n'était pas déjà sur ce chemin? La question de la Centrafrique, on avait fait un débat avec vous aussi. Une Saint-Sylvestre, dans un 31 décembre. Oui. Vous avez un Premier ministre, M. Jean Castex. Vous avez la ministre des Armées, Mme Parly, et je crois un troisième ministre, qui se tape 1000 km pour partir de N'Djamena à Mdjaras. Rencontrer Idriss Déby, on s'est posé la question, c'était pourquoi faire? On s'est posé justement de bonnes questions. Après, on a vu monsieur le président du marché du Tchad, Idriss Déby, à Paris, n'est-ce pas, pratiquement en catimini, en tête à tête avec monsieur Macron. La question centrale, c'était la Centrafrique. Il faut que le président Idriss Déby, malgré ses relations qui sont comme elles sont, parce que Barkhane est quand même en N'Djamena, avec Paris, qu'il laisse le Tchad être une base arrière des rébellions qui vont être financées par Paris pour essayer de contrer l'avancée. Il a dit donc non. Pardon? Il a donc dit non. S'il a dit non, ça veut dire quand même qu'il était en lien aussi avec eux d'une certaine manière. Et on voit les conséquences. Faisons attention du point de vue de l'analyse. Parlons du Cameroun, on a l'économie, les eurobonds. C'est-à-dire que les prêts que le Cameroun va faire sur le marché international, elles seront gérées par qui? Par justement la grande famille Rothschild. Bon, on vous comprend pas vraiment. Patient Pafendo, on vous a compris. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire, on a toujours un gros problème du côté du Tchad. On parlait justement de Macron qui arme aujourd'hui les facts pour maintenir justement le néocolonialisme. Est-ce qu'on doit justement passer sur ce fait et se dire oui, c'est toujours les Africains qui ont tort? En tout cas, j'ai l'habitude de le dire, le problème, ce ne sont pas les impérialistes qui viennent constituer pour ce qui perpétue leur sale besoin sur le continent africain. Ce qui est blâmable, c'est l'attitude des Africains. Un point, un trait. Puisque le Paris n'est pas un coutumier du fait, nous avons connu ça lors de la guerre du Biafra. C'est-à-dire que d'un côté, Paris parle de diplomatie sur la table, mais sur la table, financer les Biafra et les rebelles de l'autre côté. Nous avons vu ça du côté du Mali. C'est-à-dire d'un côté, il dit combattre avec les djihadistes et tout ce que vous voulez, mais par derrière, il négocie avec les gens que lui, il interdit aujourd'hui, n'est-ce pas, le Conseil militaire de transition de faire. C'est-à-dire négocier justement avec les djihadistes. Il faut quand même qu'on soit fêlé pour le faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pas une surprise. Oui. Ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, d'observer, de scruter, n'est-ce pas, la géopolitique française en Afrique ne peut pas être surpris de ce fait-là. Non, c'est pas du tout. C'est pas surprenant. Par contre, ce qui est surprenant, c'est, moi, à mon sens, c'est, je veux dire, la persistance de l'arrogance de M. Macron. C'est ça qui me pose un gros problème. C'est-à-dire qu'il donne pratiquement des injonctions.
C'est-à-dire, il parle des chefs d'État comme s'il parlait de ses élèves, encore qu'ils n'ont jamais été enseignants. Donc je pense que, moi, ça me pose quand même un problème. Deuxième chose qu'il faut indiquer, j'ai dit, j'insiste là-dessus, le problème, la crise tchadienne, c'est un problème tchadien. C'est un problème tchadien. Qu'on laisse les Tchadiens régler leurs problèmes. Je voudrais un peu m'inscrire en faux par rapport au propos de Passion d'homme. Je n'ai pas envie qu'on fasse des mélanges de genre. Autant il y a eu 2 Kadhafi, autant il y a eu 2 Idriss Déby. Ça, c'est... ne dire le contraire, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux dans les analyses. Il y a eu, si Idriss Déby qui a été porté aux affaires en 90 par un coup d'État contre Hissène Habré. Il y a eu, justement, ce Idriss Déby qui a été le larbin de Paris pendant un temps, à qui Paris a demandé davantage d'engagement, pour ne pas dire de servitude. Il a dit non, je ne peux plus faire, je ne peux plus être un béni, oui. La preuve, c'est qu'il a commencé à prendre des postures publiques, ce n'était pas officieuse, en disant que Paris est responsable. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au Tchad, c'est vrai, il y a aussi une responsabilité, parce que lorsqu'on vous dit, quelqu'un vous donne une arme pour aller tuer, par exemple ici, et vous acceptez, ça veut dire que vous êtes aussi responsable. Mais le principal responsable, c'est le commanditaire, qui est toujours Paris. Donc, je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on pollue le débat, parce qu'aujourd'hui, le Tchad est la croisée des chemins. Oui. Donc, il faut absolument d'abord régler cette question et non d'animer, d'entretenir les animosités sur les... Par contre, ça va servir les intérêts de Paris, qui en a l'habitude justement de servir la confusion, de manipuler, d'instrumentaliser. Aujourd'hui, il faut dire aux Tchadiens, réglons d'abord notre affaire, le reste va gérer plus tard. Parce qu'aujourd'hui, question de bouter Paris et ses bases militaires hors du Tchad, comme ailleurs sur le continent africain. C'est ça le projet majeur. Le second projet majeur, c'est la souveraineté monétaire. Parce qu'il faut une décolonisation collective, j'ai dit générale, c'est-à-dire décolonisation du système éducatif, politique, culturel, politique, économique, financière. Donc il faut une décolonisation totale. Et là, il va falloir peut-être un jour prendre les armes contre Paris, parce que Paris ne partira pas de son propre gré. Merci, messieurs. Le standard est désormais ouvert. Vous pouvez nous appeler justement pour donner votre avis. Je commence déjà par ce premier appelant qui attend depuis quelques instants. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment vous allez également? Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Amadou Siressila depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal. On vous écoute. Oui. Donc, j'ai vu, je vous remercie, vous les panélistes. Donc, les panafricains qui, depuis un fort moment, je vous suis, et que vous menez un combat, vraiment un combat vrai panafricain, un vrai combat de panafricanisme, que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous devons poursuivre, hein. Nous devons vous suivre et apprendre beaucoup de choses à vos côtés. Donc, nous devons mener aussi un combat. Donc, l'Afrique de demain, c'est l'Afrique de la jeunesse, cette nouvelle génération que compte l'Afrique. Nous devons nous unir, comme la majeure partie des panafricains le disent. Et je vous suis avec intérêt. Donc, pour la question tchadienne, donc moi j'ai pitié à ce jeune opposant-là qui est parti au niveau de l'ambassade de l'Amérique, qui est accueilli par les Américains, qui essaient de le protéger. Et sûr et certain qu'aujourd'hui ils vont le protéger, mais demain il va être, comment dirais-je là, il va être tué. Il va être tué. Donc moi, ce que je dis, d'essayer de mener un combat pour que l'Afrique puisse en sortir, parce que le continent nous appartient. C'est notre continent. Nous devons l'aimer. Nous devons s'y ancrer. Nous devons faire tout pour que les intérêts, les richesses que nos parents, que nos arrière-grands-parents nous ont légués, nous devons vraiment aimer cette Afrique. Et j'ai fait une proposition. J'ai fait même un post sur pas mal de forums sur le net là, d'essayer de créer dans chaque pays africain une télévision panafricaine comme DBS. Si on le fait, c'est sûr et certain qu'on va gagner le combat. Si dans chaque pays africain, on a des exemples de DBS qui dénoncent
l'impérialisme, qui dénonce le néocolonialisme, sûr et certain que le combat va être gagné. Et je vous remercie pour laisser aux autres la parole. Merci, M. Steve. Merci également à vous qui nous appelez depuis le Sénégal. On va faire un coucou à Babacar Sissé, fidèle téléspectateur, qui nous suit également cet après-midi. Au téléphone, ça sonne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? DBS. Oui, vous êtes à DBS, vous êtes déjà en direct. Je m'appelle... Oui, je m'appelle Noël, j'appelle depuis Genève. Depuis Genève, on vous écoute. Oui. Alors, je voulais un peu parler au sujet de... Je voulais interpeller M. Parfendom. Alors, je voulais lui dire que si Oumniobé vivait aujourd'hui, il n'aurait pas le même logiciel 60 ans après. La veille du décès du maréchal Idriss, dans la matinale, il avait raillé. Et je pense qu'il doit avoir la grandeur de reconnaître qu'il a été assassiné et qu'il a donné sa vie pour le Tchad. Et ce n'était pas de l'amusement. Comme M. Simondé dit souvent, il est allé je ne sais pas où à l'école. Il a fait des études, mais il n'a pas été à l'école de la Révolution. Il est certes très brillant. Et je pense qu'il faut qu'il cesse de raconter le discours idéologique de 1957 du vénérable Pondol. Sinon, il pourrait déshonorer son combat. Je vous remercie. Je pense que c'est un véritable combattant. Mais il faut qu'il cesse il faut qu'il s'adapte au logiciel de 2021. Avec les Américains, les Français, les Anglais, tout ce monde qui essaie de détruire l'Afrique. Je vous remercie et bon courage. Merci à vous qui nous appeliez depuis Genève cet après-midi, toujours au téléphone. Ça continue d'ailleurs de sonner. Le standard reste et demeure ouvert. Vous avez justement le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. Et vous pourrez justement nous joindre au téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Jules Anderson. J'appelle des États-Unis, à New York. Depuis New York aux États-Unis, on vous écoute. Ok, la thématique d'aujourd'hui nous rappelle beaucoup de choses. Parce que lorsque ce sont les Africains même qui trahissent les Africains, lorsque peut-être Macron marche avec Tshisekedi, et puis il est de connivence avec les gens comme Ali Bongo qui admettent l'homosexualité chez eux dans leur pays là-bas, comment l'Afrique peut avancer? Concernant par rapport au Cameroun, la France ne peut pas facilement attaquer le Cameroun parce que la France a un souvenir par rapport à ceux qu'ils ont appelé le maquis. Ils ne peuvent pas facilement attaquer le Cameroun parce qu'ils savent qui sont les Camerounais actuellement. Et encore, les stratégies de guerre et tout ont évolué. Ils savent qu'à côté, il y a le BI qui est entraîné par l'Israël et peut-être côté aussi par la Russie. Alors, ce n'est pas facile d'attaquer le Cameroun. Et il faut d'abord commencer par le Tchad, comme ils ont commencé là-bas. Et je suis la femme de Sénabré. Oui, quelque part, Déby a joué le mauvais rôle. Il a été un pion, mais il est revenu en lui-même, en disant que qu'est-ce qui se passe même? Je suis africain ou je ne suis pas africain. Alors, il a pris les dévances. Lorsque peut-être vous suivez tous les derniers discours le président Déby, l'homme avait déjà pris sa position. Et si peut-être son premier mandat, si le deuxième mandat, la première année s'y finissait, la deuxième année qui commençait là, ça devait être mauvais pour la France. Et il fallait absolument l'éliminer. Il fallait absolument l'éliminer. Ici, par exemple, j'entends souvent parfois les Africains discuter sur certaines choses. Non. Chaque chose, il faut aller méthodiquement. Il faut être pragmatique. Actuellement, la France n'est rien. Je ne sais pas pourquoi les Africains ont peur de la France. Ils ne sont absolument rien. Ça, l'homme qu'on appelle, il n'est pas ami du noir. Il ne sera jamais ami du noir. Il ne sera jamais ami du noir. Alors nous sommes dans ce pays, dans les pays de blanc là, c'est pour la survie et pour prendre certaines stratégies parce qu'ils nous ont tellement volé là-bas en Afrique et nous voulons aussi copier certaines techniques ici pour ramener là-bas, comme le professeur Blair dit souvent, parce qu'il a appris beaucoup. Et alors maintenant, quand il rentre au pays là, il connaît les faiblesses
de tous ces Français-là. Il connaît les faiblesses de tous ces Blancs-là. Alors, nous avons les matières premières. Je ne sais pas pourquoi on se courbe devant les Européens. Nous avons nos matières. Si aujourd'hui on dit qu'on ne vous vend plus nos matières, ils vont se courber. Ils vont se courber. On attend maintenant, on les attend. Nous avons nos forêts. Comment le Vietnam a vaincu les États-Unis c'était par rapport à leur forêt. Ils comptaient. Ils avaient des pièges, il y avait tout. Nous aussi, on a nos stratégies. Qui vous dit que l'Afrique est morte? Non, on a encore nos traditions. Nos traditions. Il y a où sont, je demande souvent où sont les missons, où est le tonnerre, où est tout ça. Merci. On doit utiliser ça. Il faut ressortir tout ça pour combattre l'ennemi. En guerre, il y a toutes les stratégies. Donc, merci pour aujourd'hui. Merci également vous qui nous appelez depuis New York aux États-Unis cet après-midi. On sait que là-bas c'est la matinée, toujours au téléphone. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à chercher à nous joindre cet après-midi. Le téléphone, bonsoir. Vous êtes très nombreux à chercher à nous joindre cet après-midi. Le téléphone, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Là, en ce moment-là, on pourra s'entendre. Merci. S'il vous plaît, là. Cette personne s'en est allée. Nous prenons un autre téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Mon frère Sylvos. Oh, c'est Yemek. Rigobert Goudin-Yemek. On vous écoute. Oui. Ok. Au fait, je tenais à vous féliciter pour tout ce que vous faites et pour la chaîne TBS et le BTG en même temps. Mais je voudrais vraiment vous dire ce qui ne va pas avec nous, les Africains. Parce que moi, quand je parle de nous. Vous savez, l'ennemi s'est toujours servi de nos différends, de nos divisions pour mieux nous casser et casser cette lutte. Cette lutte n'est pas une lutte personnelle ou bien quelqu'un dira que je suis plus fort que l'autre. Parce que moi, je vous dis, je viens en France et je vois le système. Ne négligez pas ce qui se passe là au Tchad en disant soit c'est le fils de Déby ou c'est pas le fils de Déby. On s'en fout. Mais si le fils de Déby se tient là et qui prend des bonnes décisions qui vont aider son pays, le Tchad et la sous-région en général, nous le saluons. Donc arrêtez de nous dire les 16 opposants là. Vous connaissez qui est derrière les facts? Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Ce qui se prépare là au Tchad, c'est la même chose qui s'est passé en Libye. Et quels sont les Africains qui se sont levés pour combattre ça, mes frères? Personne. Aujourd'hui, si on a une chaîne comme ça où nous, les Africains, on peut s'exprimer, c'est de dire notre ras-le-bol et de nous lever. Que ce soit le fils de Déby ou pas le fils de Déby, s'il prend des bonnes positions, et la première position, comme l'a dit M. Croizat, c'est de chasser Barkhane de là. Frère, on est ici, le plan que les Européens, je vous dis, c'est l'OTAN qui veut détruire le Tchad et la sous-région. Ne négligez pas ce qui se passe là. Monsieur Silvo, je pense, je vous ai dit, ce qui se prépare là ne sent pas bon. Et il faut qu'on soit unis. C'est là où nous voyons les Africains qui viennent soutenir, non, dynastie ou pas dynastie, on s'en fout. Si le fils de Déby fait un discours, parce que moi j'ai suivi son discours l'autre jour, il n'est pas allé au fond. Ça veut dire que ce petit a dépression. Et ce qui se prépare, vous voyez, ne négligez pas ces facts-là. Monsieur, j'ai fait la Libye, je connais. Le Libye, c'est le pays le plus dangereux au monde. Mieux même tu vas en enfer, je vous le dis, frère. Ce que les Européens sont en train de préparer pour les Africains. Et je dis ça parce que vous attendez que nos présidents vont mourir comme les Sankara. Il faut arrêter ça. Si la population africaine ne se lève pas, on remplit tout. Là, maintenant que nos présidents nous tuent là, mais ça ne va pas changer la situation là. C'est une révolte du peuple pour se lever, que le peuple... Arrêtons nos opposants à 2 balles là qu'on a en Afrique. Quelqu'un te dit, tu vas changer quoi? Qu'est-ce qu'ils disent pour le CFA? Qu'on vient, on fasse un débat et on les pose des vraies questions qui répondent. Après, là, on va les mettre président. Et si on ne se bat pas pour que les panafricains, comme Papa Parfait, que vous soyez ou bien le docteur Mbele, ou bien les Croisats, ou vous mettre à la tête de l'État, laissons tout ce qui va aller là. Parce que vous, aujourd'hui, vous prenez des coups. Vous êtes là, nous, on vous voit, on vous regarde et on vous supporte. Créez-nous les partis politiques, comme le président Badaka. On va vous voter. Il faut arrêter. Ce qui se passe, je vous dis, c'est mauvais. D'ici 1 mois ou 2 mois, vous allez voir ce qui va se passer au Tchad. Et nous, les Africains, nous sommes là, on vient soutenir, on dit, ça pas le fils qui tient des faits et qu'on chasse Barkhane de là. Parce que moi, quand je vous dis ça, j'ai des informations. Ça sent pas bon. Arrêtons. On a tué Kadhafi devant nous. Qu'est-ce que les Africains ont fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On est ici en France. Le système nous piétine. Quand vous parlez, on vous muselle. Le corona est là. J'ai mon frère
Ils travaillent au marché chinois. Ils n'ont pas eu un contrat de travail, mais ils sont venus avec les vaccins. Ils les ont vaccinés. Et je dis ça dans votre antenne, que si mon frère arrive quelque chose, 2 ans ou 3 ans, les Chinois ça ne va pas mentir sur eux quand je vais arriver au pays. Non, je vous dis, je suis tellement énervé parce que des choses se passent sur nous. Les gens nous tuent matin, midi, soir. On n'arrive pas à parler, monsieur. On n'arrive pas à parler. Mais qu'est-ce qu'on commence à les tuer? Moi, je vous dis ici, vous ne savez pas ce que je vis ici. Je suis marié avec une femme là. Mais il faut qu'on arrête un moment. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Africains? Vous appelez vos frères, vous leur dites que faisons ceci. Les frères, vous regardez, ils n'arrivent pas à bouger. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous Africains? On est maudits ou quoi? Mon frère a été vacciné. Il n'a pas un contrat. Il travaille dans une société chinoise. S'il arrive quelque chose, mais on veut quoi au juste? Ou on se lève, ou on se laisse détiner. Il faut que toute l'Afrique se réveille. Le peuple, qu'on remplisse des rues. Ce n'est pas un problème de Paul Biya ou de qui? Ou de Idriss Déby. Il est mort, il est mort. À nous maintenant pour ne pas qu'on nous tue, mes frères. Frère Mose, excusez-moi, je suis tellement énervé. Parce que ce qui arrive là ne sent pas bon. Et si ça arrive au Tchad, je vous dis, soit le président Biya prend des bonnes décisions, la Russie nous aider, la Chine, on s'arme. Parce que ce qui arrive là, je vous dis, ça ne sent pas bon. Merci mon frère de m'avoir donné la parole. Excusez-moi pour l'énervement. Bon dimanche à vous. Merci également à vous. Bon dimanche à Rigobert Goudaigne, mec, c'est un fidèle téléspectateur. On vous comprend parfaitement. C'est pas facile tous les jours. Mais on sait également que vous aimez l'Afrique, que vous aimez le Cameroun. Au téléphone, bonsoir. Bonsoir Steve. Bonsoir Ido, depuis les États-Unis d'Amérique, précisément à Chicago. On vous écoute. Bonsoir à tout le plateau, docteur, professeur Bellet, Croisa, Parfum, monsieur Timon et monsieur depuis les États-Unis. Ok Steve, pour la thématique de ce matin, ce que je voulais répondre à un des appelants qui disait qu'il fallait la chaîne DBS dans tous les pays. Mais je crois que tant qu'il n'y a pas de panafricains à la tête de nos États, on ne peut pas avoir déjà des chaînes comme DBS dans tous nos pays. Ça, c'est déjà un point. Maintenant, je soulève un point où j'ai toujours tendance à entendre le professeur Bellet qui disait « Il nous faut des actes. Il ne faut plus que l'on parle. Il faut que les Africains se lèvent. Il nous faut d'abord, par exemple, une bombe atomique. Il nous faut, à la tête de nos États, des décideurs, des panafricains. Parce que tant que nous n'avons pas des panafricains à la tête de nos États, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas suivre. Regardez dans tous nos États aujourd'hui, quand quelque chose se passe dans les États, quels sont les présidents africains qui prennent la voix pour dire « nous ne sommes pas contents ». On n'en voit pas. Mais regardez par exemple chez les Occidentaux, quand quelque chose ne va pas, ils se lèvent comme un seul homme. Ça veut dire que nous les Africains aujourd'hui, nous avons un grand problème encore. Et la jeunesse africaine doit suivre, parce que quand tu regardes chez les autres, la jeunesse africaine suit. Mais chez nous, on est divertis dans les bars ou bien sur des réseaux à parler des thématiques qui n'ont même pas le choix. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du Tchad, quand vous voyez cette image que vous avez, manipulation de la conscience, c'est juste une manipulation. Maintenant, le jeune Déby qui est là aujourd'hui au pouvoir, il est là, il doit être soutenu normalement par ses pairs. Ça veut dire les présidents qui sont là avant lui. Parce que, comme l'a dit mes précédents, certains téléspectateurs, vous avez vu le président Déby dans les derniers mois. Il avait un discours qui allait dans le panafricanisme. Et tant que les discours de certains présidents vont dans le panafricanisme, les Occidentaux, avec nos frères qui sont tapis dans l'ombre, font tout pour que ça ne marche pas. Aujourd'hui, je crois que nous devons nous lever et on doit commencer à voir quelque chose qui doit faire trembler les Occidentaux. Prenez l'exemple juste de la Corée. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé entre la Corée et un grand pays comme les États-Unis qui se retrouvent avec 50 États? Ils ont parlé sur la table finalement. Donc, pour ma part, je crois que les Africains doivent se lever et même si tous les pays africains ne se lèvent pas, mais si un seul pays en Afrique commence, je crois que les autres vont suivre. C'était ma participation d'aujourd'hui. Passez une bonne soirée. Merci. Hello.
Merci à vous également, Edo, depuis Chicago, cet après-midi, toujours au téléphone. Ça continue de sonner. Allô, bonsoir. Moto qui nous appelle depuis la Suisse. Oui, bonsoir Steve. Bonsoir à vous. Et je salue tous les panélistes en passant. C'est une thématique assez élevée aujourd'hui, hein. Je vois le débat quand même dans des axes un peu émotionnels. Mais moi, j'aimerais quand même amener une remarque. Et peut-être que tes panélistes pourront me corriger. Bon, quand moi je regarde un peu la carte de l'Afrique, je vois que au-dessus du Tchad, on a la Libye. À côté, on a le Soudan, dessous, on a la Centrafrique et le Cameroun. On sait très bien qu'au niveau de la Libye est devenue une sorte de banque de données, hein, pour tout ce qui est djihadiste, tous ceux qui font un peu de ravage autour du Mali, du Niger, de tous les autres pays, avec les dérivés de Boko Haram, etc. Et quand je regarde ça, je me dis que en fait, la situation au Tchad, pour celui qui veut déstabiliser cette zone, va lui servir un peu comme une sorte de pont. Pour eux, c'est une opportunité pour créer un pont, justement pour que toute cette faction, entre parenthèses, les djihadistes, puisse traverser et se déverser dans toute la zone de l'Afrique centrale pour pouvoir créer une sorte de chaos qui va être incontrôlable. Donc en fait, c'est Déby qui met un peu le nez, on va dire. Et pour eux, donc, pour moi, de ce que je vois, c'est une opportunité, donc, justement, pour ceux qui financent ces djihadistes-là, de créer une sorte de route pour que le Tchad devienne vraiment une route ouverte pour tous ces pour toutes ces factions, afin de venir créer la sécurité dans la zone en dessous. Et j'espère, je pense que le fils du feu président Idriss Déby est au courant de cela, et que tous les présidents de l'Afrique centrale et même dans la sous-région sachent aussi que voilà, que peut-être c'est le plan qui vient de là, et ce genre de plan ne peut que s'appliquer que si on commence à créer des tensions opposants, non opposants, ce que le président fait, etc. Donc moi, de tout ce que je vois, c'est que le danger à éviter, c'est vraiment que le Tchad devienne ce pont-là, parce que la Libye est devenue leur base d'armes, et que le Tchad devienne le pont pour tous ces djihadistes. Je pense que c'est peut-être, à mon avis, peut-être que les panélistes vont me corriger, mais moi, c'est comme ça que moi je vois la chose. Voilà, je te souhaite un bon dimanche. Bon dimanche à vous également, Moto, qui nous appelait depuis la Suisse cet après-midi. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous appeler. Il y a presque 94 appels manqués, mais vous pouvez continuer à nous appeler. Dans un court instant, nous allons justement mettre la clé sur le paillasson. Au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui. On m'appelle Kogo Samson. J'appelle depuis le Burkina Faso. Donc, j'appelle tout juste pour vous soutenir. En tout cas, le débat est très intéressant. C'est pour la première fois que je vous appelle. Ok, merci pour tout, pour votre panafricanisme. Merci à vous également. Merci à vous de nous avoir également appelés pour nous encourager. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à le faire. Amine Touré nous écrit et lui également nous appelle. Amine Touré, bonsoir. Amine Touré depuis le Canada. Depuis le Canada, oui, on vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Oui, en fait, moi, je salue tous vos panélistes. Ma préoccupation est de savoir qu'aujourd'hui, après le Tchad, ça va être la Centrafrique bientôt, parce que la Centrafrique est bien visée, parce que, comme le dit le professeur Mbelek, aujourd'hui, c'est comme si Touadéra dort. Et aujourd'hui, il est bien visé parce que la France est frustrée du fait qu'ils sont en train de perdre la Centrafrique, et il faut percer le Tchad pour pouvoir passer. Et après ça, ça va être inévitablement le Cameroun. Et le Cameroun étant dans le viseur pour pouvoir déstabiliser tout
toute la zone. Donc, il faudra qu'on fasse très attention. Et ce que je vous dis tout le temps, il faudra vraiment qu'on passe à l'offensive maintenant. C'est de faire face à ce pays qu'on appelle la France. Le Vietnam l'a fait, le Niger, l'Algérie l'a fait. Ce n'est pas nous qui ne sommes pas capables de le faire. Donc, c'est ce que je voulais vous suggérer ce matin. Merci à vous également, Amine Touré, depuis le Canada. Merci de nous avoir également appelés cet après-midi. Vous êtes d'ailleurs très nombreux, je le répète, à nous appeler, mais nous ne pourrons pas justement prendre tous les coups de fil cet après-midi, puisque nous allons mettre la clé sous le pinceau pour cette autre édition de Feu Vert de ce dimanche 2 mai de l'an de grâce 2021. Nous allons dire merci au docteur Paul Bikima depuis les États-Unis, qui est avec nous d'ailleurs depuis 9 h du matin. Il s'est levé très tôt d'ailleurs pour nous avoir et surtout être avec nous. Merci pour tout, docteur Paul Bikima. Passez un bon dimanche. Et... Merci. Je peux dire un dernier mot? Ok. Pour commencer, j'aime beaucoup nos téléspectateurs parce que nous apprenons autant d'eux qu'ils apprennent de nous. Mais je pense quand même qu'il y a un langage qui doit être évité et indexer des gens sur le plateau. C'est très désagréable d'avoir quelqu'un qui vient et de très bonne foi et que la personne reçoive des balles ainsi. De façon générale, nous sommes tous d'accord sur la stratégie générale et nos différences sont en fait sur des petits détails tactiques. Parce que nous sommes tous d'accord que le panafricanisme est l'idéologie que nous devons adopter pour combattre les ennemis. Nous avons clairement identifié notre ennemi et donc nous sommes au combat, par contre, c'est que le combat sera inévitable. D'ailleurs, nous sommes déjà à l'intérieur. Maintenant, quand les gens disent que le problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes, j'ai un petit point avec celui-là. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas demander à un système de produire des hommes qui sont en dehors de ce système. Statistiquement, c'est impossible. Il y aura toujours une petite minorité qu'on va appeler de façon statistique insignifiante. Des vous, les nous, qui allons être en dehors du système, mais le système produit en majorité des gens, les éléments de ce système. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer. À travers l'histoire, nous les êtres humains, nous avons été habitués à voir un spectre de couleurs qui va du rouge au violette. Vous ne pouvez pas demander à un être humain normal de voir en dessous du violet ou au-delà du rouge, d'infrarouge. Et donc, le système que nous avons, mon idée a toujours été, on doit liquider l'État colonial. L'État colonial peut produire que des gens qui pensent de façon coloniale. Donc, les quelques éléments qui sont déjà en dehors, et ce qu'on fait tous les jours là, les paroles, la conscientisation, vous sortez les gens de la prison coloniale. Et donc, ce n'est qu'après cela, et qu'on va continuer, à un moment ou à un autre, on sait qu'il y aura la guerre. Et le bon truc est que la pyramide des âges nous est avantageuse, même la démographie. Et au début de la guerre, on ne doit pas avoir peur. La technologie va faire une petite différence. Mais sur la donnée, les énergies vont se libérer. Et donc, l'Afrique, d'après moi, est prête et le monde occidental le sait. C'est ça qu'ils font tout pour nous affaiblir de façon interne. Donc, voilà. Docteur Paul Bikima d'avoir été avec nous cet après-midi. Docteur Jean-Paul Bellec, merci d'avoir été là cet après-midi. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Je m'arrête là ou je peux aussi dire quelque chose? C'est un mot, c'est votre droit. D'accord. En une minute, parce que le temps c'est dans une minute. En 30 secondes alors. Oui. Moi je dis simplement que nous sommes prêts pour la guerre. Oui. Mais il faut la déclarer officiellement. Ce qui nous obligera à unir nos forces et à compter les ennemis internes et les neutraliser. Merci. Et moi quand je parle d'ennemis internes, je compte aussi parmi les ennemis ceux qui se trompent même de bonne foi. Justement. Voilà, parce que la guerre, il faut la gagner. Ceux qui vont mourir ne se relèveront pas. Et définitivement, il faut qu'on la gagne. Je m'arrête là. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Bellec, d'avoir été là cet après-midi. Albert Amatoula ici, merci à vous également d'avoir été là. Oui, écoutez, c'est fait un plaisir, mais je voudrais quand même dire quelque chose pour sortir en quelques secondes, pour dire quoi? Pour dire que le panafricanisme, c'est l'arme fatale, n'est-ce pas, des néocolonialistes, si vous voulez. Et il faut donc, à mon sens, faire un plaidoyer, vulgariser, sensibiliser, conscientiser une masse critique importante des panafricanistes, parce que moi j'ai apprécié le fait qu'avant de mourir, le président Déby avait justement organisé un forum
des jeunes panafricains, oui. Je crois qu'il faut que cette masse-là puisse justement poursuivre son œuvre, parce qu'au moins pour sa mémoire. Comme je l'indiquais tantôt, je n'ai pas envie qu'on entre dans... C'est vrai qu'il ne faut pas balayer l'histoire d'un Robert de la Main, mais je pense qu'il est important aujourd'hui, et ce qui est fondamental, c'est de prendre les acquis, n'est-ce pas, de la lutte, du moins du deuxième visage qu'aura présenté le défunt président tchadien, c'est-à-dire le panafricanisme. Docteur Edimo, merci à vous également d'avoir été là cet après-midi. Merci. Je crois que le tableau est suffisamment clair. Pour moi, il est plutôt positif. Il y a des velléités indépendantistes au niveau des gouvernants en Afrique centrale, tout au moins, de plus en plus. Il y a une prise de conscience de masse au niveau des jeunes, et ça, c'est un bon indicateur. De l'autre côté, je crois qu'il y a beaucoup de variables qui jouent contre l'Occident. Il y a l'augmentation des coûts de production, le ralentissement de la croissance, la désindustrialisation qui est due au fait qu'il y a un déclin clair de l'hyperpuissance américaine qui pesait 22% et qui pèse aujourd'hui 15% de PIB mondial. C'est un recul suffisant. Aujourd'hui, notre plaidoyer, c'est d'avoir des décideurs panafricains. C'est à partir de là qu'on pourra penser qu'on va ouvrir la guerre avec nos petites bases militaires et l'ouverture peut-être à la Russie. Merci beaucoup. Merci à vous également, Patient Parfait-Nom, d'avoir été là cet après-midi. Merci Steve. Écoutez, je suis très zen, je suis très content. On a fait une très belle émission. Je tiens quand même à rappeler aux uns aux autres. Nous, on veut faire la guerre à la France aujourd'hui. D'autres n'ont pas, il faut oser pour prendre les armes contre cette France. Oui. Les insulter, ça ne veut rien comprendre à la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, premièrement et deuxièmement, je dis, tout un pays qui n'est pas uni déjà, avec un minimum de consensus, ne peut pas affronter les ennemis aussi importants que ceux que nous voyons. D'où la nécessité de muscler davantage ce plateau pour éduquer davantage des masses africaines, pour que la masse critique dont nous avons tant besoin puisse se mettre en place afin de mieux affronter l'ennemi qui, nous le savons, continue de multiplier les initiatives pour justement continuer de nous soumettre comme il a toujours fait. Et c'est pour cela que inciter Ruben Nobel et ses amis d'avoir pris les armes. C'est la première fois en Afrique du Sud-Sahara qu'un peuple se décide de prendre les armes contre une puissance comme la France, en levant l'Afrique du Sud de Madagascar. Vraiment les insulter, c'est ne rien comprendre à la marche de l'histoire. Et c'est pour ça que je continue de dire que c'est ceux qui étaient contre même l'idée d'indépendance qui ont pris ce pouvoir. Et là, Bekima a raison, ils ne peuvent que produire ce que nous voyons aujourd'hui. Pour le Tchad, une fois de plus, je dis vraiment que le dialogue soit le maître mot pour permettre de stabiliser au moins l'État tchadien et pour mettre en échec les idées qui sont bien conçues au niveau de Paris pour faire du golfe de Guinée un no man's land, mais un endroit justement où on va reprendre l'esclavage de manière brutale, cet esclavage moderne qui n'a jamais quitté, n'est-ce pas, les bien-pensants du monde capitaliste occidental. Merci à vous, docteur Bekiba, d'avoir été avec nous. Merci à Patient Parfait-Nom, à Edimo, à Paul Mbelek et sans oublier à Kwaza, qu'on surnomme désormais Triple A. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève. Même si les autorités nigériennes parviennent à justifier la libération des deux rebelles par les pressions de la France, le Conseil militaire de transition a rejeté toute négociation avec les rebelles du FACT qu'il a qualifiés de terroristes en déroute. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.